Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de la fermentation de ma bière, pour vous faire un résumé du brassage et de la fermentation qui a été hyper rapide, puisqu'en environ, on va dire en grosso modo, une grosse journée, la fermentation est déjà terminée. Alors donc je vais revenir dessus, je vais vous montrer aussi les courbes pour vous montrer comment on arrive, pour analyser exactement ce qui s'est passé, et puis je vais vous expliquer tout le brassage et comment j'ai pu effectuer cette fermentation en 24 heures, un peu plus de 24 heures. Alors premier point, on va commencer par bien s'entendre sur ce que ça veut dire fin de fermentation. Ça ne veut pas dire que la bière est consommable, ça ne veut pas dire que la fermentation est totalement terminée, ça veut juste dire que l'ensemble des sucres ont été convertis en alcool, ou la quasi-totalité des sucres qui devaient être convertis ont été convertis en alcool. Donc il reste encore des semaines d'affinage, mais globalement, la fermentation active, elle est parfaitement terminée. Cette bière, c'est la bière dont j'ai fait une vidéo pour vous expliquer la recette. Donc si vous voulez revoir la vidéo, je vous invite à regarder parmi mes vidéos. Vous allez pouvoir retrouver la recette et l'explication de comment réaliser une recette. Donc c'est une Ordinary Bitter, elle a la particularité d'être assez légère puisqu'on vise 2,9 degrés d'alcool. Ce brassage, je l'ai réalisé comme je réalise mes brassages en ce moment, à savoir avec une cuve d'empâtage et d'ébullition, qui est la même cuve tout simplement, et avec un sac de brassage. Cette cuve, elle est isolée, et je ne réalise pas de régulation de température durant l'empâtage. La différence avec les fois précédentes pour ce brassin, c'est que j'ai ajouté, j'ai enlevé le faux fond de ma cuve, ce qui me permet vraiment au sac d'épouser le fond. Donc c'est ce qui m'interdit du coup d'activer la résistance parce que ça brûlerait le sac. Donc j'active la résistance uniquement pour la chauffe de l'eau, mais une fois la chauffe atteinte, je mets mon sac dans l'eau. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en plus de l'isolation classique, j'ai rajouté un duvet par-dessus, et ce duvet va permettre de bien maintenir la température durant tout le brassage, et donc c'est une excellente technique, ça fonctionne super bien. Donc je vous recommande cette technique pour contenir la température encore plus que l'isolation de base, et l'avantage c'est que c'est une couverture qui peut être retirée après coup. Une fois l'empâtage réalisé, j'ai eu quelques petites problématiques avec la filtration. J'ai levé mon sac et j'ai mesuré la densité, et la densité était beaucoup plus faible que attendu. Donc j'ai pressé le sac au maximum, ce que je vous recommande de faire. Il faut bien sûr presser le sac pour extraire un maximum de sucre. Mais après cette presse, j'ai rajouté mon sac de brassage dans ma cuve et j'ai recommencé l'opération 2 fois. Et là, ça m'a permis d'obtenir non seulement la densité souhaitée, mais en plus de volume que prévu. Environ 2 litres de plus. Donc c'est pas du tout négligeable, ce qui me donne un rendement près de 10 points au-dessus de celui que j'avais prévu. Je crois que j'étais prévu sur 65% de rendement de le rendement d'empâtage, je sais plus, bref, peu importe. Et au final, je suis arrivé à 75%, donc ce qui est franchement très bien. Et maintenant, je ne sais pas si cette augmentation de densité, elle est due au fait que, étant donné que je ne fais pas mash out, donc l'empâtage se continue, et donc rien que le temps, la durée de l'augmentation de l'empâtage a pu faire que des sucres ont continué à être convertis, ou si c'est lié au pressage et au remélangeage de l'eau dans les grains, du mou. Je pense que c'est... Bien sûr, il y a forcément une partie de l'empâtage qui a continué, mais il y a une deuxième chose, à mon avis, qui s'est réalisée et qui, à mon avis, est plutôt liée à ces sucres qui sont bien mélangés. Et pourquoi j'en suis sûr, c'est qu'après avoir débuté l'ébullition, je laisse mon sac de brassage suspendu et je mets un seau en dessous pour récolter les derniers sucres. Et j'ai mesuré la densité et j'étais à 1,48 de densité sur cette recette. Or, sur ce mou qui s'est goûté. Or, je devais avoir une densité initiale avant ébullition de 1,026. Je pense que 46 ou 46,
je sais plus, enfin plus d'1.4 face à 1.26, vous avez bien compris, 1.026, vous avez bien compris que c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus sucré. Donc le jus qui s'écoule est quand même vachement plus sucré. Donc je pense que pour obtenir le meilleur rendement avec un sac de brassage, il faut le presser, le remettre dans le mou, remélanger, le soulever, le represser, le remettre dans le mou et faire cette opération plusieurs fois. Et après, à la fin, bien le presser, bien le suspendre et bien le mettre au-dessus d'un seau. Comme ça, pendant l'ébullition, vous pouvez rajouter le mou qui s'est écoulé. Ce qui fait que vous n'avez pas vraiment la mesure de la densité avant ébullition, puisque en rajoutant ce liquide, ça va forcément augmenter la densité. Une fois cela réalisé, j'ai fait mon ébullition, donc là, rien de particulier à signaler, mais après j'ai effectué le refroidissement. Et comme pour mes derniers brassins, je réalise un refroidissement dit passif, hein, c'est-à-dire que, en fait, on ne refroidit pas. Cette méthode, elle a plein d'avantages, elle a aussi quelques défauts, mais parmi les avantages, c'est qu'on fait une grosse économie en eau. Donc ça, c'est un point positif. Il y a une autre chose, c'est que surtout, c'est une grosse économie de manutention, on va dire, d'actions effectuées, puisqu'il n'y a pas de branchement, il n'y a pas de choses à faire, donc il y a juste à attendre. C'est plutôt positif. Et enfin, il y a un troisième point qui est aussi intéressant, c'est qu'on fait aussi une économie en nettoyage, puisqu'il y a moins de matériel nettoyé et mais pas de l'eau partout. Donc ça, c'est plutôt des points positifs. Dans les points négatifs, j'en vois deux comme ça. Le premier, c'est qu'on est sur un temps de brassage, enfin, on est obligé d'attendre avant de semencer, donc on perd un petit peu de temps, puisqu'on est obligé d'attendre environ 24 heures pour que le mou refroidisse. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un risque d'infection qui est un peu plus grand, puisque forcément, pendant tout ce refroidissement, on n'est pas à l'abri qu'une bactérie vienne se mettre dedans et vienne contaminer le mou. Sachant qu'on va être très longtemps sur des plages de température où les bactéries peuvent facilement se développer, puisque cette plage va être aux alentours des 30 degrés, enfin 37, en dessous de 40 degrés, et au-dessus de 25, 26, 23, 22 degrés, où là les bactéries vont bien se développer et plus rapidement que les levures. Donc elles peuvent prendre le dessus bien avant et se multiplier bien avant, être bien plus nombreuses que le nombre de levures. Donc pour réaliser cela, c'est hyper simple, ce type de refroidissement, c'est ça l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez réalisé votre ébullition, il suffit de transférer l'intégralité. Vous pouvez laisser peut-être le fond de votre cuve vraiment si vous le souhaitez, parce que voilà, il y a souvent des restes de houblon, des choses comme ça, ou des restes de cassure au fond, dans votre fermenteur. Donc vous mettez votre mou chaud dans votre fermenteur et vous refermez votre fermenteur. Ce qui va au passage le nettoyer si jamais il n'est pas bien désinfecté. Donc moi je le désinfecte quand même, mais c'est une double sécurité, on va dire. Et le problème, il est que comme moi je ferme en fermenteur sous pression en plastique qui ne résiste pas à des hautes températures, j'utilise une cuve tampon, on va dire, enfin une cuve de refroidissement. Donc c'est un fermenteur en inox, mais qui ne va pas servir à la fermentation du tout. Voilà. Parce que dans ma cuve, comme elle est isolée, ma cuve d'empâtage, je pourrais le laisser dedans peut-être, il n'y aurait pas trop de problème, même si elle ne ferme pas complètement hermétiquement. Il n'y a pas non plus besoin que ça soit totalement hermétique, hein, parce qu'il y a quand même très peu d'échanges possibles. Mais le problème, c'est qu'elle est isolée. Et avec l'isolation, ça ne peut pas refroidir. Donc, un manteau d'isolation qui pourrait s'enlever serait peut-être une solution. Ça éviterait de salir une cuve pour en renettoyer une après dans la foulée. Mais en même temps, je trouve que le nettoyage est facilité parce que la cuve d'empâtage, elle est chaude au moment où je la nettoie encore. Elle est encore bien chaude. Alors quand je refroidissais, je refroidissais toujours un petit peu jusqu'à 60 degrés à peu près dans ma cuve d'empâtage, enfin d'ébullition. Et donc les choses étaient un peu collées, etc. Là, je trouve que le nettoyage est facilité grâce à ça. Donc au final, c'est pas trop compliqué. Et ma cuve de fermentation, qui sert juste pour le refroidissement en inox, elle est assez rapide à nettoyer. Une fois que c'est refroidi, il n'y a plus qu'à transférer mon mou dans mon fermenteur définitif, cette fois le fermenteur Fermzilla en plastique. Contrairement à la fois précédente où j'avais commis une erreur d'oxygénation, là j'ai mis ma canne
de soutirage et j'ai laissé la canne de soutirage allumée durant tout le transfert que j'ai fait à pleine vitesse, hein. J'ai ouvert et j'ai transféré. D'ailleurs, petit conseil, votre flexible que vous allez utiliser pour le transfert, alors vous pouvez ne pas mettre de flexible déjà, vous n'êtes pas obligé, mais le flexible que vous allez mettre pour le transfert, veillez à ce qu'il aille bien jusqu'au fond de votre cuve, donc nettoyez bien l'extérieur, désinfectez bien l'extérieur avant de le mettre dans votre cuve, parce qu'il va être en contact avec le mou, plutôt que faire comme moi où j'avais mis juste le petit bout, parce que sinon, il va vous arriver ça. Et je pense pas que vous ayez envie de ça. Donc j'ai dû perdre peut-être un bon litre, je pense, facilement, ou pas loin en tout cas, de mou, hein, ce qui fait qu'au final j'arrive pile poil à la quantité, au volume souhaité. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Une fois cela réalisé, on enlève bien sûr la canne de soutirage et on procède au levurage, à l'ajout de la levure. Et si vous êtes attentif et que vous allez voir tout à l'heure sur les courbes, j'ai pas attendu d'être à la température de travail. Normalement, quand on fait une fermentation, quand on fait un refroidissement, quelle que soit la méthode de refroidissement, avant d'ajouter les levures, on attend d'être à la température de travail de la levure, température en dessous de la température maximale, parce que les levures vont chauffer le mou. Et si on dépasse cette température, on a un risque de développement d'ester qui n'est pas souhaitable, et donc de faux goût. Mais avec la fermentation sous pression, on peut s'en moquer complètement. Et c'est ce que j'ai fait, puisque moi j'ai mis ma levure à 28 degrés pour une levure de fermentation. Alors je ne sais plus si c'est l'Empire ou quelque chose comme ça, mais c'est une levure de fermentation, j'allais dire belge, mais non, anglaise. Donc certainement que ça doit être 22 degrés la température de travail maximale, ou 20 degrés ou 21, j'en sais rien, enfin dans ces eaux-là, avant que ça développe des esters indésirables. Donc, pas de problème avec ces 28 degrés. Et ça a un impact très significatif sur la suite de la fermentation, mais ça, je vais y venir après. Ensuite, on referme le fermenteur et on applique une pression dessus d'un bar pour être certain qu'il n'y ait pas de développement d'ester. Après quoi, le fermenteur il est transparent, on est dans une pièce où, vous le voyez juste derrière moi, il y a des Velux. Donc de la lumière en direct sur le fermenteur. Dans ce cas-là, on met un petit drap dessus, enfin plutôt un gros drap, donc là j'ai remis le même duvet, tout simplement sur mon fermenteur. Et grâce à ce duvet, on va obtenir une jolie pyramide de température, enfin je pense que c'est lié à cela. Allez, on est parti, on va maintenant passer sur l'explication des courbes. Alors, on a une jolie courbe que vous voyez là. Donc là, j'ai modifié un petit peu la taille du graphique sur Littlebox. Hein. Cette courbe, pour rappel, elle est prise et retournée par un iSpindle. L'iSpindle, c'est un outil qui permet de suivre la fermentation. C'est quelque chose qu'on met dans le fermenteur. Hein. Alors bien sûr, cet iSpindle, je l'ai mis immédiatement, enfin je l'ai mis au tout début dans le fond du fermenteur. Autre précision, l'iSpindle n'est pas calibré, donc c'est pas utile là de regarder les chiffres qui se trouvent ici, là, ces chiffres-là, enfin celui-là, pardon, celui-là, le taux d'alcool, la densité et l'atténuation. Oui, en effet, Littlebox, pour calculer le taux d'alcool, il prend la densité de début de fermentation, que j'ai saisie ici, et il la compare par rapport à la densité remontée par l'iSpindle. Or, moi, j'avais une densité de début de fermentation de, je crois, un peu légèrement au-dessus de ce qui était prévu de souvenir, 1.031. Donc forcément, là, étant donné qu'on a 1.026, bon, c'est pas bon. Mais cette mesure est complètement fausse. On n'en tient pas compte. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la forme de la courbe. Donc il y a une courbe verte, qui est la densité, et il y a une courbe bleue. Alors, on va commencer par regarder ce qui s'est passé au tout début. Donc j'ai ajouté la levure le samedi soir à 20h30. Hein, voilà, le moment où j'ai démarré l'enregistrement de l'application. Et on remarque que l'on commence à baisser de densité à partir de, on peut se le dire, 5h du mat environ. C'est là où la densité va commencer à flancher.
Et ce qu'on remarque immédiatement, c'est que... non, c'est pas ça que je voulais dire, pardon. Donc on remarque que ça descend, ça commence à fermenter environ 9 heures après le début de la levure, ce qui est quand même franchement rapide. Et ce qui est conjugué, je pense, à cause de deux choses: l'oxygénation qui a été bonne et importante, et de deux, la fermentation, enfin la température de fermentation. Je précise, j'ai ajouté un seul sachet de levure. Alors après, le sachet de levure, il doit être prévu pour, pour 19 litres ou un truc comme ça. Là, on a 26 litres en fermentation, mais on a 26 litres d'un mou très peu dense. C'est aussi favorable au début de la fermentation, hein. Donc ça fermente plus vite parce que le mou, il est... ça commence à fermenter plus vite parce que le mou, il est moins dense. Ça aide pas mal, hein. Donc, il n'y a pas de souci avec ce seul sachet de levure malgré le volume plus important. Et ce qu'on va remarquer très rapidement, c'est que au fur et à mesure que la densité va baisser, la température va augmenter. Et en fait, à partir de là, environ 8 heures du matin, on remarque que la fermentation va franchement s'accélérer et que la température va franchement monter jusqu'à atteindre un maximum de 30 degrés. Et si vous êtes attentif, on remarque que la température de départ est d'environ 28 degrés 3 et que la température finale est d'environ 30 degrés. La température de la pièce, elle n'a pas bougé, même si on peut supposer que ça a un petit peu augmenté dans la journée, puisqu'on est quand même sous un Velux, mais vous pourrez regarder la météo de ce jour-là. C'était pas une chaude journée, même si il faisait pas froid ce jour-là, mais il n'y avait pas plein soleil, et on n'avait donc pas, il n'y a pas de raison que la température de la pièce soit montée aussi rapidement. La température, moi je l'ai vérifié le soir, donc vers 18 h quand je suis arrivé. Donc je l'ai vérifié à ce moment-là, et on était aux environs de 26 degrés dans la température de la pièce. Donc pas de quoi expliquer une montée de mou qui serait montée à 30 degrés. Donc le mou a pris plus de degrés en même temps que la densité a baissé. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à partir du moment où on arrive à ce plateau de température, on arrive aussi à un plateau de densité. Et à partir de là, la densité, elle va pas bouger, ou franchement très peu, puisque là, on est à 1028, 1027, 1026, et là, je pense que c'est une erreur de mesure parce qu'on est retombé à 1027. Donc là, on peut se dire quand même que la fermentation a terminé, est terminée, ou quasiment terminée. Je vais vous montrer un extrait de la vidéo, vous allez voir, la fermentation est hyper active. On entend la spooning valve, le CO2 s'extirper de la spooning valve à une vitesse assez folle. Une fois que cette fermentation active est passée, la densité ne bouge plus et la température redescend jusqu'à atteindre ici un plateau environ des 27, parce qu'il fait 26 degrés, donc on arrive ça va tomber tranquillement à 26 degrés. Et ça montre une fermentation hyper rapide, hein. Pour rappel, du coup, ici, on est à 19h30, hein, donc voilà, environ, on peut être là, si vous voulez, 19h45, et on avait mis la veille à 20h30. Donc en fait, on peut se dire qu'en 24 heures, la fermentation, elle est terminée, ou quasiment terminée. Donc c'est quand même hyper rapide. Et voilà! Je crois que j'ai tout dit aujourd'hui sur cette étude de fermentation, étude de courbe. Si vous voulez des fermentations rapides, vous pouvez bien sûr utiliser des GVEC en mettant des températures très élevées. Mais si vous ne voulez pas faire de la GVEC parce que vous voulez faire vous voulez travailler avec d'autres levures, et en plus ces levures sont un peu plus chères, vous pouvez travailler avec des levures classiques à partir du moment où vous fermentez sous pression. Hein, ne vous attendez pas à pouvoir le faire sans fermentation sous pression. Donc au final, on conjugue plein d'avantages avec cette méthode-là. D'une, j'ai le moins de manutention possible, puisque j'ai un empâtage qui est hyper rapide, hyper simple, pas de manutention. J'ai
pas de refroidissement, donc pas de manutention, et j'ai en très peu de temps rattrapé le temps de, on va dire le temps que je perds pour la baisse de température, enfin pour le refroidissement, je le gagne ici en fermentant un petit peu plus haut et bien plus rapidement. Alors cette bière, elle ne va pas être consommée tout de suite, hein. Rassurez-vous, elle a encore des semaines à tenir dans son fermenteur que je vais peut-être descendre au garage pour avoir à la cave pour avoir des températures un peu plus fraîches. Alors j'ai pas un garage très frais, mais ça va lui permettre quand même de descendre plutôt aux environs de 20 degrés plutôt que d'être à 28 degrés. Et ça va accélérer au passage le processus de sédimentation et donc de clarification. Passage, je veux enlever un petit comment on peut appeler ça, une petite idée reçue, je pense. Enfin, je pense vraiment que c'est une idée reçue. Le fait de refroidir son mou de façon passive, moi j'ai pu lire que ça avait un impact sur la clarté de la bière. Et ben, cette bière-là, que vous venez de voir à l'écran, elle a été fermentée sous pression, elle a été fermentée sans contrôle de température, à des températures plus élevées, alors c'est une Vec, hein, et elle a été fermentée sans refroidissement passif. Et pourtant, elle est quand même relativement claire. Et même celle-ci, là, elle a aussi, alors elle est un peu plus trouble, elle a aussi été refroidie de façon passive, et on a quand même une bière qui est relativement claire. Donc j'ai pas vu honnêtement de différence majeure entre une fermentation, enfin un refroidissement classique et un refroidissement de ce type. Je pense juste que le temps aide à la clarification. D'ailleurs on peut voir là et là, bah, c'est la même bière mais avec quelques jours ou je sais plus, un truc comme ça, ou une semaine de flux d'écart. Donc juste le temps aide à éliminer et à rendre la bière moins trouble. Alors bien sûr on n'obtiendra pas des bières complètement limpides comme on a dans l'industrie, et franchement c'est pas l'objectif, c'est pas du tout mon objectif à moi, c'est pas ce que je cherche. Par contre avoir des bières pas trop boueuses, j'ai envie de dire, par contre oui, bien sûr. J'espère que cette vidéo va en aider quelques-uns. Si vous avez des questions, n'importe quoi, vous n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire qui se trouve en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Je vous invite comme toujours à partager la vidéo, hein, parce que ça aide quand même au développement de la chaîne, hein, c'est même ce qui doit aider le plus. Et enfin, je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne. Hein, pour cela, il faut cliquer sur vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Parce que si vous ne cliquez pas sur la petite cloche, vous n'allez pas forcément recevoir la notification de toutes les vidéos. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bons brassages et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.